Bonjour à tous et bienvenue pour le Morning Meeting Daily FX de 11 heures. Nous sommes lundi 17 juin. Est-ce que le son et l'image sont bons pour tout le monde? Bonjour Thierry, Lionel, Brantredi, Amine, Elie, Alain. Bonjour Yves, Abax. Bonjour à tous les habitués du morning en ce début de semaine. Bonjour Romain. Ok, on me dit que le son et l'image sont bons, c'est parfait, je commence dès maintenant. Petit avertissement comme d'habitude, vous devez être conscient des risques associés au marché d'échange et aux produits CFD. Les opinions et informations de marché que l'on voit ici ne constituent en aucun cas des conseils d'investissement. Alors, nous sommes lundi, c'est le début de la semaine. On va donc étudier le calendrier économique, mettre à jour nos graphiques et établir de possibles plans de trading. Quant à vous, en plus de cela, vous pouvez aller lire toutes les analyses qui ont été postées sur le site par Kali, Karen Pelloual, Romain et Vincent. Vous avez déjà 6 ou 7 analyses à lire qui sont dans la foulée des analyses de la semaine dernière, des mises à jour sur le rebond du CAC, sur le rebond du Bund, sur l'USD Yen qui a pris appui sur les 94, sur le pétrole qui a un potentiel certain et sur l'euro et la livre qui restent particulièrement haussiers. Donc première chose, je suis sur Daily FX, je vais dans le calendrier économique de la semaine, je sélectionne mon filtre, je prends toutes les devises et je laisse les statistiques d'importance forte. De cette façon-là, dès le lundi, je vais savoir un petit peu comment sera rythmée ma semaine. Y a-t-il des séances pendant lesquelles on risque d'être attentiste en vue de statistiques majeures? Et c'est le cas, puisque mercredi, nous avons le FOMC, donc la journée de mercredi devrait être une journée attentiste. Et avant le FOMC de mercredi, je pense que lundi et mardi, justement, le marché pourrait nous procurer des points d'entrée pour nous placer. Que ce soit des points de short sur les rebonds sur les indices ou des points d'achat sur éventuel repli sur l'euro-dollar pour continuer de jouer les équilibres qui sont en place depuis maintenant une dizaine de séances. Donc en ce lundi, pas de statistiques particulières, c'est le sommet du G8. Généralement le G8 et le G20 ce sont des sommets dont on accouche d'une souris, donc je n'en attends pas grand-chose. Demain mardi, on commencera la semaine avec des statistiques sur la livre qui surperforme ses homologues et qui est relativement puissante, qui a inscrit ce matin à l'ouverture un plus haut de 4 mois. On enchaînera mardi matin avec le ZOO, donc c'est le climat en Allemagne, et puis des statistiques américaines mardi après-midi. Donc normalement, entre le ZOO de mardi matin et les statistiques américaines de mardi après-midi, on devrait avoir des décalages et ça devrait nous permettre d'avoir des extrêmes, haut ou bas, pour pouvoir potentiellement jouer la Fed du mercredi. Le mercredi, donc, encore une statistique sur la livre, puis le mercredi soir, ce sera le FOMC. Jeudi, le PIB sur le NZD, décision de taux sur le CHF, et vendredi, pas de statistiques particulières, ce sera une fin de semaine calme, et on se concentrera sur l'USD CAD. D'ailleurs, tant qu'on est sur le CAD et le Canada, mardi soir, mercredi soir et jeudi soir, donc on organise 3 séminaires spéciaux pour nos clients francophones, nos clients électeurs francophones. Alors c'est tout aussi bien les Canadiens que les Chiliens que les Paraguayens. C'est pour toute l'Amérique du Nord et du Sud. Et donc mardi soir, enfin c'est mercredi matin à 1h du matin, jeudi matin à 1h du matin et vendredi matin à 1h du matin. Donc on aura 3 webinaires. Le premier ce sera de l'analyse et un point de marché de Vincent Gann et les 2 autres ce seront des webinaires sur les plateformes, donc pour les couche-tard ou bien les leftos ou bien ceux qui sont à l'étranger. Donc voilà, une semaine intéressante au niveau du calendrier à suivre. On devrait avoir de la volatilité. Alors ce matin, vous avez vraiment un beau bouquet d'analyses sur le site. Vous avez alors les actions asiatiques, le Bund, l'euro-dollar, l'USD Yen, l'euro AUD, le dollar index et le pétrole et le CAC. Quant à l'euro-dollar, j'ai pas besoin de vous en dire plus. Notre cible, c'est toujours 1,37 à moyen terme, tant qu'on reste au-dessus des 1,3180. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas lu, je vous renvoie le lien de l'analyse de l'euro-dollar à 1,37. C'est un scénario qu'on défend avec Vincent depuis maintenant 10 jours à peu près. Et on est toujours positif dessus.
Vincent vous a fait un CAC ce matin pour vous dire qu'effectivement on était en rebond, qu'on allait revenir vers des résistances. Karen vous a fait un point sur le dollar index. Kali sur l'euro AUD. Karen encore une fois sur l'USD Yen. Kali sur le dollar index, l'euro USD et la livre. Vincent sur le Bund. Et Vincent sur les actions asiatiques. Donc je vous ai envoyé tous ces liens. Et enfin Vincent sur le pétrole ce matin. Il est chaud. Chaud comme la braise, Vincent. Donc voilà, vous avez, je vous ai envoyé là 7 ou 8 liens sur le site. Ce sont des choses dont vous devez prendre l'habitude. Hein. Ce sont des choses que je vous montre chaque début de semaine. On a le calendrier économique à regarder, des statistiques à regarder, des analyses à lire pour se mettre à jour. Et une fois que vous avez fait ça, là, vous pouvez vous attaquer aux graphiques. Donc les graphiques que nous allons regarder et que voici. Alors, comme d'habitude, hein, vous avez le chat sur la droite de l'écran. N'hésitez pas si vous voulez poser des questions. Eric me dit vendredi, est-ce la journée des 4 sorcières? Effectivement, Eric, vendredi, il n'y aura pas de statistiques, mais laissez-moi vérifier ça. 1, 2, 3, oui, ce sera le 3e vendredi du mois et on sera au mois de juin. Donc ce sera les 4 sorcières. Ce sont les échéances des contrats actions, options, futures et mensuelles et trimestrielles. Et donc ça devrait nous entraîner de la volatilité vendredi, même si on n'a pas de statistiques. Mais il faut que je vérifie. Je n'ai pas mon calendrier sous les yeux. Donc ce sont les 3 sorcières certainement. Mais pour les 4, il faut que je vérifie. Théoriquement, on est en juin, donc c'est la fin du trimestre, donc c'est possible. Si quelqu'un peut confirmer, ce sera toujours sympa. Donc voici devant vos yeux le dollar index. Donc le dollar index, il est haussier à moyen long terme, certes, mais ces derniers mois, il est relativement bien monté. Il est monté par période parce qu'il était refuge, d'autres parce que les indices américains étaient forts et puis les États-Unis vraiment montraient des signes forts en termes de chiffres économiques, de croissance ou bien de chômage. Donc ça a permis au dollar américain de se reprendre. Mais là, depuis une dizaine de jours, le dollar index, il est dans un processus correctif. Notamment parce que la paire USD-Yen s'est retournée, a perdu 1000 points depuis ses plus hauts pratiquement et consolide suite à son fort rallye entre 78 et 103. Donc le dollar index, il est toujours bloqué sous résistance. Je vous avais montré la résistance des 10 520, 10 525 vendredi. Tant que les cours étaient sous cette résistance, pas de rebond potentiel sur le dollar et pas donc de baisse sur l'euro et la livre qui reste haussier. Donc théoriquement on est en tendance baissière, on a cassé des supports et on pourrait aller jusqu'à 10 400, 10 420 sur le dollar index. Si la Fed devait même faire baisser le dollar plus nettement, on pourrait même aller en direction des 10 300 points qui serait pour l'occasion un support majeur. Donc 10 400 et 10 320 à peu près, ce sont 2 zones qui sont des objectifs pour ceux qui continuent de jouer la baisse sur le dollar index. Pour un rebond du dollar index et donc des paires en yens et plus conséquents et potentiellement une baisse de l'euro-dollar et des paires en dollars, il faudrait que le dollar index arrive à casser les 10 520 points afin de rallier les 10 580 points. Et là, 10 580 points, c'est une résistance désormais majeure. Donc en fait, le dollar index a un beau support à 100 points et une belle résistance à 100 points. Et on attend ce début de semaine qu'il prenne une direction. Donc Abax me confirme que c'est bel et bien les 4 sorcières ce vendredi. Merci à vous. Donc vendredi 21 juin 2013, 4 sorcières. Ok, merci. Alors, commençons par l'euro-dollar. L'euro-dollar, il est donc sorti de son range en données hebdomadaires. Il a cassé sa MM20 il y a 2 semaines. La MM20 qui d'ailleurs se neutralise, se stabilise. On est aussi au-dessus d'un 31,80 en données hebdomadaires. Et on a les 1,35 voire 1,37 dans le viseur dans cette unité de temps. Tant que les cours seront au-dessus des 1,31,80. Maintenant, on ne va pas payer à 1,3340 avec un stop à 160 points, vous vous en doutez, c'est pas mon genre. Mais sachant qu'en données hebdomadaires, on s'est affranchi d'une résistance, je le note sur la donnée hebdomadaire, puis ensuite j'affine en journalier.
En journalier, voici à peu près le même schéma. On est dans une tendance haussière puissante. Vous voyez les mèches basses des 3-4 dernières séances montrent bien qu'en fait, à chaque consolidation intraday, les acheteurs reprennent la main. Donc c'est ce que j'appelle le phénomène de hausse-solidation. Donc c'est une hausse-consolidation. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de faire des replis de 300 points pour mieux repartir, eh bien pendant 4 séances, l'euro-dollar va consolider dans la journée. Il va perdre 60 points, il va remonter. Il va perdre 60 points le lendemain, il va remonter. Donc c'est un phénomène de consolidation comprise dans la hausse, ce qui fait qu'on ne nécessite pas forcément un repli de 200 points pour mieux prendre notre élan. Donc vous voyez sur le graphique, j'ai fait état en fait de la tendance haussière et du fait qu'on puisse se replier à 31,80 avant de repartir. Pour l'instant, je n'y crois pas. Mais je faisais simplement la semaine dernière le parallèle avec une période que Vincent m'a montré. Vous voyez, ici en 2012, fin 2012, début 2013, on a grimpé. Puis on est venu perdre 200 points pour mieux repartir violemment à la hausse. Alors ce qu'il y a, c'est que ces 200 points-là, on les a perdus pendant les vacances de Noël. C'était à la fin des vacances de Noël, au tout début de l'année. Et en fait, je suspecte un contre-coup de début d'année bien particulier au fait qu'à cette période-là, il n'y avait pas de volume et pas beaucoup d'acteurs présents sur le marché. Ici, tant qu'on est au-dessus des 1,33, donc je vais y mettre un support, tant qu'on est au-dessus des 1,3290, 1,33, je reste foncièrement haussier et pense qu'on pourrait tout simplement continuer de grimper en ligne droite tant qu'aucun signal baissier ne nous sera donné. Donc ici aussi, je note qu'on est haussier au-dessus d'un 31,80, au-dessus d'un 33 à court terme, et je vais donc pouvoir zoomer sur ma situation en données horaires. La situation en données horaires, la voici. Nous sommes toujours donc dans la phase haussière. Rappelez-vous, la semaine dernière, je vous ai montré donc sous un 31,80, on serait baissier. Donc j'ai mis un carré baissier sous un 31,80. Entre un 31,80 et un 32,80, je suis neutre. Donc j'ai considéré un 32,80 plutôt qu'un 33, puisque 32,80, on y avait beaucoup de mèches et qu'on avait testé ce seuil à plusieurs reprises. Et puis ce que je note sur les dernières séances, en fait, c'est un triangle symétrique dans cette phase haussière toujours. Donc triangle symétrique, si on en sort par le haut, qu'on casse les 33,60, on se dirige vers les 33,90 et au-dessus, c'est 34,50 et 35. 35 qui est notre premier objectif haussier en journalier en cas de cassure des plus hauts de la semaine dernière et qui est aussi un objectif pour Ishimoku. Et puis pour 36-37, on verrait par la suite. N'oublions pas que nous avons le FOMC mercredi. Pour vous en intraday ce jour, ce que je note, c'est que donc on a eu un repli des cours en début de séance, une remontée ce matin, les cours bloquent sous 33,50 et au haut du triangle. On est en début de semaine, l'euro-dollar pourrait très bien revenir vers les 33,20. Il serait même capable, si l'euro-dollar devait être un petit peu, piégeux. Donc autant vous dire que quand je vous dis que si l'euro-dollar était piégeux, c'est ironique, puisqu'il est toujours piégeux. Donc en fait, je ne serais absolument pas étonné d'un repli de l'euro-dollar vers les 33,10 et le bas de ce triangle pour mieux sortir par le haut. Voire même, l'euro-dollar serait capable en fait d'être non pas dans un triangle symétrique, mais hop, regardez, on pourrait tracer un niveau horizontal. Et en fait, l'euro-dollar, il pourrait très bien revenir à 32,80 et repartir. Donc en fait, en ce début de semaine, je note à 32,50 et 32,60 une belle zone de résistance. Je ne vais pas payer les cours actuels. Les plus agressifs, si on casse les 33,50, 55, pourraient tenter des achats sur cassure pour jouer une potentielle accélération. Pour ma part, je vais attendre un repli vers les 33,10 qui correspondent au bas du triangle. Et si je vais payer une première fois, et si ça casse, j'attendrai la zone des 32,80, 33 pour voir si une réaction s'y fait et si je peux y payer pour jouer la continuation de la tendance haussière. Bien évidemment, tout ce que je dis se retourne, c'est-à-dire que tant qu'on sera sous les 33,50, les vendeurs garderont la main avec des sommets de plus en plus bas et une correction potentielle à la baisse de l'euro-dollar à court terme. Alors j'ai quelqu'un qui me dit c'est quoi les 4 sorcières. Les 4 sorcières en fait, il y a les 3 sorcières et les 4 sorcières. Les 3 sorcières c'est tous les 3e vendredis du mois. C'est-à-dire que tous les 3 vendredis du mois, eh bien,
il y a les échéances sur les contrats futurs, donc les indices, il y a les échéances sur les valeurs du SRD, sur le marché action, il y a les échéances sur les options, c'est-à-dire que les produits sont roulés sur les échéances suivantes. On passe de l'échéance juin à l'échéance juillet, les opérateurs sortent leur position échéance juin et passent sur l'échéance juillet. Et donc ça entraîne des sorties de capitaux, des re-rentrées de capitaux. Parfois, ça produit de la volatilité et ou des revirements de marché. Donc tous les 3 vendredis du mois, c'est les 3 sorcières. Et quand il y a en plus l'échéance trimestrielle qui s'ajoute à cela, on dit que ce sont les 4 sorcières. Et les 4 sorcières, c'est le 3e vendredi de mars, le 3e vendredi de juin, et ainsi de suite. Et c'est une séance qui a son importance dans le calendrier des traders. Voilà. Alors Bronson me dit: je ne veux plus trader l'euro-dollar, il me fatigue. Alors c'est vrai que l'euro-dollar était jusqu'ici en fait en tendance haussière et faisait des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut, et était plutôt pratique. Et puis ces dernières séances, ça s'est resserré en fait. On s'est resserré, on s'est mis dans un triangle et en fait, il suffisait de s'adapter, hein. Je ne l'ai pas fait, certains d'entre vous non plus. Alors on a continué d'acheter les replis, et c'est vrai qu'à chaque fois que les cours se sont repliés, on a payé, on a pris 40, 50, 60 points. Donc en fait, il fallait juste ne pas être gourmand. Voilà. À chaque fois, on a cru que ça allait toucher un support et repartir et faire de nouveau plus haut, et en fait, on s'est fait avoir parce que les cours se mettaient dans un triangle. Donc voilà, ça continue d'être un triangle. On va voir si ça tient, si on revient à 33,10, si ça tient, sinon ce sera 32,80, 33. Mais moi je continue d'acheter pour le moment en ce début de semaine, tant qu'on est au-dessus de 32,80, et afin d'essayer d'avoir un point bas potentiel avant de jouer le FOMC de mercredi soir. Voilà. Alors, petite question de Chris Dim qui me dit: très beau ce que vous faites, je viens de quitter mon ancien broker pour FXM, cependant sur la plateforme de pointage zéro, je ne trouve pas les matières premières et autres. Alors, vous avez en fait sur votre plateforme Chris un bouton dans les menus ici, vous avez un petit menu et vous cliquez sur CCY, et quand vous êtes dans le CCY, vous pouvez choisir ce que vous voulez afficher comme indice et matières premières et paire du Forex dans votre plateforme. Si en cliquant sur CCI, malgré tout ça, vous n'avez pas les indices et matières premières, c'est peut-être que sans faire exprès, vous avez téléchargé un compte de démo américain, auquel cas il n'y a pas les indices et matières premières. Si vous avez un petit souci concernant votre plateforme, en 2 secondes, vous écrivez un petit mail à l'équipe française ou vous passez un coup de fil, c'est gratuit, au bureau français, et on vous répondra. Voilà. Elysia me dit: peux-tu expliquer la citation « La Fed cherche le bon moment pour sevrer les marchés ». Je rappelle qu'en fait, depuis des mois, la Fed a mis un programme en place, le quantitative easing, et soutient les marchés. Et tous les mois, la Fed injecte de l'argent dans le système, ce qui permet aux indices américains de tenir, ce qui a fait pression pendant une époque sur le dollar index, et ce qui a des conséquences, pas inflationnistes puisque ce n'a pas été le cas, mais ça a des conséquences donc sur le gonflement des actifs, notamment les indices américains, les actions américaines. Et donc la Fed, qui note que le chômage baisse et que la croissance se stabilise, aimerait bien baisser ce programme de quantitative easing, parce qu'à force d'injecter 85 milliards par mois, les marchés sont totalement drogués à ces injections et ne restent haussiers que grâce à ces injections. En plus, vous noterez que pendant 2-3 semaines, là, on a eu des corrections sur les indices européens et puis des corrections sur les indices américains, malgré ces injections de la Fed. Et la Fed, en fait, note qu'il sera dangereux à terme si on continue ces injections dans le système, et aimerait bien essayer de trouver une porte de sortie pour trouver des dates auxquelles on ralentirait ce quantitative easing pour la suite l'arrêter. Sauf que vous vous doutez bien que le marché étant drogué à ces injections de liquidités, les acheteurs sur indice n'étant confiants que parce que la Fed est en soutien avec une enveloppe de 85 milliards par mois, eh bien le jour où on arrêtera cette piqûre quotidienne de liquidité, ou bien tout simplement, puisqu'on est en bourse et que la bourse anticipe, le jour où la Fed dira « nous
arrêteront à telle date tel montant, et puis à telle date tel montant. Enfin voilà, le jour où ils dévoileront un calendrier, ça risque d'avoir un impact relativement puissant sur les marchés. Et c'est pour ça que tout le monde est attentiste en ce début de semaine sur les marchés d'échange, indices et matières premières, en vue du FOMC de mercredi soir, où la Fed devrait justement nous en dire plus. Voilà. Donc c'est pour ça que vous noterez en ce début de semaine qu'il y a beaucoup de changements de corrélation. On avait pendant 2 semaines là, des paires en euro-dollar, des paires en dollars qui montaient, des indices qui baissaient, des paires en yens qui baissaient. Or, en ce début de semaine, on a des paires en yens qui remontent, des indices CAC notamment qui remontent et pas qu'à moitié, et un euro-dollar en hausse, enfin en petite baisse. Voilà. Donc en fait, on va dire que les corrélations se sont atténuées. On pourrait croire qu'avec un rebond de l'USD-Yen ce matin et un rebond des indices, on pourrait avoir une forte baisse de l'euro, mais l'euro tient bien et ne fait que consolider. Voilà. En fait, on consolide un peu sur l'euro qui est bien monté ces dernières semaines, on rebondit sur l'USD-Yen qui a bien baissé ces dernières semaines, on rebondit sur le CAC 40 qui, je vous le rappelle, a frôlé son bas de canal de moyen terme. Et on va se placer en fait sur des supports sur les paires en dollars, sous des résistances sur les indices et sur les paires en yens. Et ensuite, ce sera la Fed qui fera décaler le marché. Alors j'ai Millot Romain qui me dit à quel prix achètes-tu l'euro-dollar ? Eh bien l'euro-dollar, j'aimerais bien 33,10. Et si on casse 33,10 et que je suis stoppé, ce sera 32,81, 85, 90. Dans cette zone-là. Et puis si ça se trouve, on se repliera pas, ça passera en force et je serai obligé d'acheter au-dessus de 33,60. Voilà. Bonjour Ludo. Au passage. Ludo me dit comment fais-tu pour délimiter ces zones vertes, haussier, blanc, neutre, rose, baissier, merci. Tout simplement, regardez, c'est un cheminement logique. Et je vous montre mon graphique et je vous dis, en données hebdomadaires, nous sommes haussiers au-dessus des 31,80. En données journalières, nous sommes haussiers au-dessus des 33. Donc, si je devais transposer ces informations en données horaires, eh bien, ça voudrait dire que sous 33 ici, en journalier, ce serait plus foncièrement haussier, ce serait neutre, et ce serait neutre jusque 31,80. Et sous 31,80 en journalier, ce serait baissier. Donc, je transpose ça sur mon graphique horaire, et je me dis, tant qu'on est au-dessus de 32,80, c'est haussier en journalier, c'est haussier en horaire, et je paye. Entre 32,80 et 31,80, c'est un peu une zone d'indécision et donc de neutralité. Et sous 31,80, on vient de le voir en données journalières comme en données hebdomadaires, sous 31,80, ce serait baissier. Donc je mets mon carré pour indiquer que ce serait baissier. La livre est une copie de l'euro-dollar. Alors si je passe autant de temps en ce début de morning meeting à vous parler des corrélations de cette semaine, des matières, des statistiques à venir, etc. C'est vraiment pour que vous mettiez dans un cadre technique et fondamental. Voilà. Donc on est un lundi, on met à jour ses graphiques, on lit les news, on fait ses plans de trading, on choisit les actifs qu'on va trader cette semaine, on étudie son calendrier, on va sur le forum, on partage ses plans de trading avec les autres membres, et puis ensuite on attend que le marché commence à décaler et nous donner des points au fur et à mesure. La livre, elle est corrélée avec l'euro-dollar. Ce sont les deux actifs les plus forts dans les paires en dollars. Et elle est toujours haussière. Elle a marqué un plus haut de 4 mois en ce début de séance. Elle a gapé à la hausse et elle est sous son cours d'ouverture. Donc pour l'instant, les vendeurs ont la main. Elle a fait une belle mèche basse vendredi. Et donc vous noterez bien que la livre, tant qu'on est au-dessus des 55, 80, 56, ça reste haussier. Là elle consolide, alors elle pourrait replier vers les 56-60, ce serait qu'un repli légitime. Et au-dessus de notre tête on a les 57-60 qui sont les 61,8% de retracement de toute la vague baissière de début d'année entre 1,63 et 1,48. Et en fait pour moi si on passe cette zone de prix 57-50, 58, et bien au-dessus ça ouvre la porte au 1,60 sur la livre. Et donc voilà, moi en fait j'aimerais bien qu'on monte à 1,35, 1,36 ou 1,37 sur l'euro pour pouvoir shorter. J'aimerais bien qu'on monte jusqu'à 1,59 ou 1,60 sur la livre pour pouvoir shorter. Voilà.
Il faut savoir jouer les vagues. On a joué la vague haussière sur la livre et l'euro depuis 2-3 semaines, même si c'est pas toujours évident. Je pense que cette vague n'est pas terminée et je pense qu'avant de penser de vendre à moyen terme, eh bien, il faut penser qu'on peut aller plus haut. Donc je reste pour le moment et jusqu'à nouvel ordre haussier sur l'euro et la livre et je pense qu'on peut aller plus haut et je note un SSI pour les particuliers qui montre que les particuliers sont principalement vendeurs. C'est pour ça qu'on monte et c'est pour ça que je vous invite une nouvelle fois, si vous ne voulez pas vous faire marcher dessus par la livre et l'euro, bah, si vous ne voulez pas les payer, au moins ne les vendez pas. Ou bien vendez-les mais uniquement sur signal avéré et non pas à chaque fois qu'on rencontre des résistances, puisque étant donné qu'on est en tendance haussière, les résistances sont vouées à être cassées. Alors maintenant on va passer sur deux autres paires donc qui sont l'AUD et le NZD. L'AUD et le NZD, contrairement à l'euro et la livre qui sont dans des tendances haussières, on était dans des tendances baissières depuis un mois. Donc ça faisait un mois que l'AUD était baissier, ça faisait un mois que le NZD était baissier. Et en fait, ces dernières séances, on s'est bien repris. On s'est repris suite à des statistiques supérieures aux attentes et puis suite à des supports majeurs touchés. Sur l'AUD, on a touché un support majeur à 0,94. Vous voyez ici, c'est un graphique hebdomadaire que je vous montre sur les 3 dernières années qui montre à quel point les 0,94 sont un seuil majeur. Quand on revient en journalier, donc on voit qu'on a rebondi sur les 0,94 suite à la dernière réunion de la Banque d'Australie. On visait donc MM20, MM20 était atteinte. Vous voyez mon rond rose ici avec un point d'interrogation, ça veut dire c'est la résistance que je visais. Maintenant qu'on y est, qu'est-ce qui va se passer? Option 1, on revient vers le support et on rebaisse. Option 2, les acheteurs prennent la main et on grimpe vers 0,98. Comme on vous l'a expliqué la semaine dernière, étant donné qu'on reste haussier sur les paires en dollars, sur l'euro et la livre, notre scénario, avec Vincent notamment, est plutôt haussier en direction des 0,98. Mais pour ça, il faudra s'affranchir des 0,98, des 0,96, 50, 60 qui nous bloquent depuis maintenant 3 séances. Voilà, donc on verra ça dans les séances à venir. Quant au NZD, lui, il a rebondi non pas sur un seuil horizontal mais sur une oblique de soutien qui passe par tous les plus bas depuis un peu plus d'un an. Ça fait à peu près 15 mois. Donc le NZD qui reste une des paires les plus solides du marché d'échange et qui, malgré sa consolidation ici de 600-700 points, reste toujours ancré dans une tendance haussière de moyen terme. Et à court terme c'est stabilisé. Donc ici c'est le même problématique. Est-ce qu'on bloque sous les 0,81 auquel cas on reviendrait vers 0,79, ou bien est-ce qu'on passe en forte direction 0,83? Voilà, donc notez bien ces seuils et en fonction des échecs ou des cassures, vous pouvez ensuite intervenir sur le marché. Les paires en yens, c'est plutôt simple. En fait, les paires en yens, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, depuis 15 jours, 3 semaines ont chuté. Et certains ne se sont rendus compte que de ces baisses depuis la semaine passée. Et donc la semaine passée, quand les cours ont cassé 95, tout le monde criait au loup et tout le monde disait les paires en yens vont s'effondrer. Manque de peau. Autant les indices en fin de semaine dernière ont cassé des supports pour mieux repartir à la hausse, autant sur les paires en yens, ça a cassé, mais il n'y a pas eu d'accélération. Donc certes l'USD Yen est baissier, certes l'USD Yen est dans un canal baissier avec des moyennes mobiles en résistance sous la tête, certes l'USD Yen ne fait pour l'instant qu'un rebond technique sous les 95 et peut repartir à la baisse à tout moment, mais en attendant c'est pas la paire la plus... Pour l'instant, c'est un rebond technique qui est en place et pour l'instant, on tient les 94 et il n'y a pas d'accélération baissière. Donc, attention à ceux qui voudraient vendre les paires en yens. Parce que autant l'USD Yen est baissier et pas très beau, autant l'euro Yen, comme je vous l'ai montré, et la livre Yen, eh bien, sont deux paires qui sont restées haussières à moyen terme et qui, en journalier, sont tout simplement venues chercher des supports horizontaux relativement beaux. 147,70 sur la livre qui a fait support, qui a fait résistance en fait en février, qui a fait support en avril et qui a fait support déjà à 2 reprises en juin. Et pareil, euro-yen, vous voyez, euro-yen il a baissé jusqu'à arriver à son support des 125. À moyen terme, à moyen long terme, ça reste haussier. En journalier, c'est clair que depuis un mois, on s'est stabilisé à plat, mais il n'y a toujours pas mort d'homme. Donc, si vous vendez des paires en yens, eh bien, faites attention au timing.
Donc notez par exemple les ranges sur l'euro-yen et la livre-yen, 125 en support sur l'euro-yen, 128 en résistance, on achète en bas, on vend en haut. GBP-yen, 147,70 en bas, 151 en haut, on achète en bas, on vend en haut. Et l'USD-yen, eh bien si on veut le vendre, on fait attention parce que il pourrait tout aussi bien baisser à 92,50 que remonter vers 97. Voilà, donc je vous invite à la prudence sur cette paire-là. USD CAD, il reste orienté à la baisse, notamment parce que le dollar ne rebondit pas et puis le pétrole est toujours haussier. Donc on a des risques baissiers sur l'USD CAD tant que le pétrole sera orienté à la hausse en direction des 1,01 voire de la parité. Le pétrole, alors le pétrole le voici, vous avez une belle analyse de Vincent qui vous dit que le pétrole en fait est en train de réaliser une ETEI et de se retourner à la hausse en journalier, qu'il a également cassé une oblique de résistance ici qui coiffait les cours depuis des mois, et en fait le pétrole n'a plus qu'une seule résistance à dépasser, c'est la zone des 98,20, 98,30 qui date de janvier 2013 et qu'on a frôlé en avril 2013. Donc le pétrole, il est aussi en journalier, il est aussi à moyen terme, il est en train de faire une potentielle ETUI, une cassure de résistance, il a tout pour lui. Faut juste qu'il confirme la cassure de la résistance des 98,20 et qu'il accélère. Au-dessus de ça, on pourrait viser les 100,40 qui sont les plus hauts datant de septembre 2012. Et au-dessus de ça, on a les 103,50 et les 110. Alors les 103,50 d'où je les sors, en fait je trace une oblique entre les plus hauts de mars 2012, de janvier ou février 2012, et vous voyez, ça passe par tous les plus hauts de la sorte. Donc en fait, si le pétrole casse ici, les prochaines résistances c'est 100 et 103,50, au-dessus 105, puis 110. Voilà. Et avec les tensions en Syrie et les élections en Iran qui sont passées, qui n'ont pas eu d'effet particulier, mais bon, ça reste à surveiller, sait-on jamais, que ce soit le départ de nouvelles directives, de nouvelles prises de décision du gouvernement, ça pourrait faire bouger les choses. Donc le pétrole, voyez, regardez le pétrole, il vient de prendre 25 centimes d'un coup, il vient de casser la résistance des 98,25 et de toucher 98,50. Donc il y a vraiment une force acheteuse sur le pétrole. Il y a vraiment des acheteurs présents, une tendance haussière présente. En fait, c'est un des actifs, c'est l'actif, je dirais, actuellement, le plus haussier de l'ensemble du marché. Plus haussier que les indices, que l'euro-dollar. C'est l'actif le plus haussier. Donc il faut concrétiser cette cassure des 98-98-20, auquel cas cette résistance deviendrait support, et auquel cas, en fait, tant qu'on est au-dessus des 97,50-98, pour nous ça reste haussier, avec donc des risques haussiers et un potentiel haussier certain. Je vous invite donc à lire l'analyse de Vincent qui est en page principale pour avoir tout ça en tête. Même chose sur Yucca Oil, donc le Brent, qui est un pétrole de la mer du Nord, un peu moins haussier, mais tout aussi haussier quand même. Il a cassé les 105,30, prochaine résistance 107, et au-dessus on a... Vous voyez, on a un canal ici qui peut être tracé. Je crois qu'on a les 108,50 en haut du canal. Donc je vous le mets. Hop. Voilà, donc 108,50 en haut du canal. Donc là, c'est haussier également. Donc les deux pétroles sont particulièrement haussiers. Sur le cuivre, c'est l'indécision. On est sorti d'un range sur le cuivre entre 3,26 et 3,40. La semaine dernière, on a balayé un peu dans tous les sens entre 3,17 et 3,25. C'est baissier, mais c'est pas particulièrement directionnel et on se trouve dans un triangle. Vous voyez sur mon graphique, j'ai tracé un triangle en violet sur mon graphique. Donc tout est possible. On peut très bien rebondir sur le cuivre, remonter vers 3,26, voire vers 3,35. Ou bien très bien casser les 3,16 et accélérer à la baisse. Donc je vous invite tout simplement soit à attendre, si vous voulez vendre, une cassure de ce triangle par le bas, une cassure des 3,16, soit à acheter spéculativement la borne basse du triangle pour jouer un rebond à l'intérieur de ce triangle. Sur le gaz, on est toujours sur le fil du rasoir. Je reste haussier tant que le bas du canal tiendra. Donc en fait, le gaz entre 3,72 et 3,75, il a la borne basse de son canal haussier de moyen terme. Tant qu'on reste au-dessus de ce seuil, je suis acheteur et je vise un retour sur les 4 et plus.
donc un redémarrage haussier. Si on devait casser 3,72, j'abandonne le gaz pour plusieurs semaines, je pense, puisque les perspectives haussières seraient abandonnées à court terme et que mon plan serait invalidé. Sur l'or, c'est stable autour de MM20, rien de spécial pour le moment. Sur l'argent, c'est stable autour des 22, rien de spécial pour le moment. On aura sûrement des décalages à venir d'ici mercredi. Je pense que dès qu'on aura la parution de statistiques mardi et puis dès qu'on aura des spéculations sur le FOMC de mercredi soir, l'or et l'argent devraient décaler relativement puissamment. Sous les 1360, ça sent le sang. Et au-dessus des 1400, on pourrait avoir un rebond intéressant à confirmer avec la cassure des 1425. Et donc ça nous ouvrirait un potentiel haussier significatif. En attendant, pour l'instant, on bloque sur MM20 et ça reste à risque baissier. Le Bund, il s'est bien repris depuis 3 séances et reste haussier avec 144, 144,30 et 144,80 en objectif potentiel. Je rejoins Vincent sur son analyse de ce matin. Et quant à moi, j'aimerais bien vendre du Bund à 144,80, 145. Donc si on doit rebondir, allons-y gaiement. Sur l'euro-dollar, le CAC, excusez-moi, le CAC, tout simplement, le CAC est dans un canal haussier de moyen terme des plus simples. On a vendu quand le CAC est arrivé à proximité de la borne haute et on a payé quand le CAC est arrivé à proximité de la borne basse. Donc jeudi dernier, déjà mercredi dernier, je vous ai dit que pour moi on n'était pas loin d'un point bas, j'ai coupé toutes mes ventes. Jeudi dernier on a fait le point bas et quand on est remonté et quand Vincent était en live je vous disais attention, ne vendez pas le CAC parce qu'il a du potentiel aussi à court terme. Vendredi il a stabilisé, puis je vous disais vendredi soit on retourne à 3880 et je tente une vente, soit on retourne à 3730 et je paye. On arrive sur les 3880 à pleine vitesse. Je vais analyser la façon dont les cours évoluent dans cette zone là. Mais à vous dire vrai, étant donné la beauté de ce point bas sur les 3730 de cette reprise de début de semaine, j'aurais tendance à penser que 3880 va passer et qu'on peut remonter jusque 3940. En fait, je vous invite à mettre une bande de Bollinger avec la MM20 et je pense que le CAC peut remonter jusqu'à 3910, c'est ce fameux seuil de la MM20. Donc en fait, on dépasserait 3880 pour stopper les vendeurs des 3880 qui seraient un peu agressifs et on irait en direction des 3940, mais peut-être qu'on n'irait même pas jusque là. Donc je vous le dis tout de suite, j'entrevois une cassure des 3880 points pour aller titiller 3900, 3910 et la MM20 jours, et là je tenterai une vente. Quant aux acheteurs, eh bien ceux qui ont payé, bravo à vous. Je vous conseille sur 3880-90 de prendre une partie de vos bénéfices, de remonter votre stop de protection sur le solde et de potentiellement se dire qu'on pourrait jouer le FOMC avec ce solde acheteur sur le CAC tant qu'il sera favorablement orienté. Donc acheteur, on remonte les stops, on n'oublie pas de prendre des bénéfices puisqu'on est remonté relativement haut, relativement vite. Et vendeur, on fait attention parce que ça ne pourrait ne pas être 3890 mais 3910 à vendre. Voilà. Et ça pourrait ne pas être aujourd'hui mais plutôt demain, notamment avec les chiffres à paraître. Le Dow Jones, vous voyez qu'il est resté aussi à moyen terme. Il est neutre en journalier sous MM20, support 14 990, résistance 15 250 et la MM20 jour fait résistance. Si le Dow Jones casse sa MM20 et dans la foulée les 15 250, il pourrait remonter en direction des 15 400. Les 15 400, ce sont les anciens plus hauts en clôture et c'est le seuil de mon oblique orange qui passe par les plus hauts. Les plus hauts de cette année, donc les plus hauts ici à 15 550, 15 516 et je pense qu'on peut y aller. Voilà, donc en fait si vous voulez, à court terme les vendeurs surveillent 15 250 sur le Dow et 3880-85 sur le CAC, et si ces zones là passent on pourrait remonter à 15 400 sur le Dow et 3910 sur le CAC. Bon moi je préfère vous dire que je pense déjà au fait qu'on va monter jusqu'à ces résistances numéro 2, donc je ne sais pas, on verra, mais je ne pense pas pour l'instant que je vendrai tout de suite ces résistances. J'attendrai peut-être celle d'au-dessus.
Donc 3910 sur le CAC et 15 400 sur le dos. USD HKD, on revient vers le support. Si certains voulaient payer les 7,75,95, 7,76, on est sur support, on est neutre, donc ça peut tenir et relancer. Donc on pourrait penser à payer ici. L'AUD NZD s'accroche au 1,19 et il faudra voir en fait, notamment jeudi, je crois, avec les statistiques sur le NZD, si ça produit un décalage positif sur cette paire-là. Les autres paires que vous tradez, il y a Euro, AUD et autres, ce sont des paires sur lesquelles on a fait des points la semaine dernière pour dire qu'en fait c'était baissier à court terme vu qu'on avait touché des résistances majeures, qu'on venait toucher des supports à court terme. Si les supports à court terme cassent du type 1,3830 sur l'euro AUD, on peut revenir vers 1,35. Par contre, si ça tient là, on pourrait remonter vers les plus hauts. Donc l'euro NZD c'est la même chose, forte hausse, consolidation, on est revenu tester un seuil ici à 1,6380, on s'est approché des plus hauts de janvier 2013 sur l'euro NZD, donc soit on se reprend ici et ça relance, soit on casse et on va chercher les supports suivants. C'est la même chose en fait sur GBP, AUD et GBP, NZD. Qu'est-ce qui me reste dans ma besace? L'euro CHF qui a tenu les 1,2260 et l'euro DKK qui remonte. Moi je l'attends là-haut vers 7,46-40 désormais. Donc voilà, l'euro dollar toujours aussi à moyen terme, toujours aussi en journalier, phénomène de consolidation, on peut continuer à aller en ligne droite. En données horaires, si on échoue sous 33,50, on se replie vers 33,20, voire 33, voire 32,80, mais dans tous les cas ce sont des points d'achat pour acheter sur repli, pour jouer la hausse, tant qu'on tient au-dessus de 32,80. Si et seulement si 32,80 lâche, alors je commencerai à me poser des questions. La livre, ça reste la paire la plus haussière, la plus puissante, donc attention, si ça passe, on peut aller direction à 60. L'AUD, c'est le combat de la MM20, si ça passe 0,98, si ça ne passe pas, on replie vers 0,95. NZD, même chose que l'AUD. L'USD Yen, c'est baissier, mais attention, ça peut rebondir plus haut, notamment quand on regarde l'euro yen et la livre yen qui ont bien rebondi sur support et qui sont neutres. L'USD CAD, c'est baissier, le pétrole, c'est haussier, mais on doit confirmer. Je rappelle qu'on doit confirmer. Hein. Et d'ailleurs, moi j'avais vendu 98,10, top 98,60 sur le pétrole, donc j'ai pas été touché. Donc vous voyez, si ça passe ce soir en clôture sur le pétrole, ça veut dire que Romain et les acheteurs, Vincent et les acheteurs prennent la main et on vise les 100. Et je le salue bien bas parce que c'est une belle stratégie qu'il a mis au point là-dessus. Par contre, si on doit échouer sous 98,50 et clôturer sous 98 ce soir et remettre à plus tard le passage en force à la hausse, moi je suis vendeur et je vise 97, un pullback sur mon oblique en fait. Et à 97, on verra ce qu'il en sera. Soit ça redémarre à la hausse en force et je prends des bénéfices, voire je repasse à l'achat et je joue la hausse. Soit en fait on ne passe pas et ça repart à la baisse. Mais en tous les cas, pour l'instant, ça reste haussier. Le cuivre c'est baissier mais il y a le bas du triangle à surveiller. Le gaz je reste acheteur. L'or et l'argent c'est stable. J'ai payé de l'or à 1385, j'y suis toujours. Je surveille en ce début de semaine ce qu'on y fait. Le Bund on est haussier, le CAC on est haussier mais j'attends plus haut pour vendre. Le DO j'attends plus haut pour vendre. Voilà, donc sur ce, vous avez mon panorama du marché, vous avez des points à surveiller, vous avez des propositions d'achat sur cassure, d'achat sur repli. Je vous ai indiqué les ventes si vous voulez vendre. Je vous ai donné un peu nos avis et paires préférées de l'équipe. Vous avez 7 ou 8 analyses à lire sur le site. On va mettre à jour nos configurations graphiques, on va les poster sur Facebook, donc vous pourrez télécharger nos dispositions graphiques pour les mettre dans votre plateforme MarketScope. Je rappelle à tout le monde qu'en début de semaine, ce serait sympa de venir sur le forum des IFX, d'aller poster vos graphiques, vos questionnements, vos stratégies, vos plans de trading et qu'on puisse avancer tous ensemble sur tout cela. Et puis je rappelle enfin une dernière fois que mercredi matin à 1h du matin, jeudi et vendredi à 1h du matin, vous avez 3 webinaires, soit pour les couches tard, soit c'est surtout pour les clients francophones et les clients électeurs du Canada. Maintenant je réponds à vos quelques questions. Kribi me dit bonjour Nico, quelle est l'équation entre JPN 225 et les paires en yen? J'ai tout simplement remarqué qu'une force du Nikkei affaiblissait le yen. En fait c'est l'inverse Kribi.
comme je l'écrivais hier soir vers 1 heure du matin, si les paires en yens rebondissent sur 94, alors le Nikkei va rebondir. Ce n'est pas le Nikkei qui fait remonter les paires en yens, c'est les paires en yens qui font remonter le Nikkei. Parce que en fait, dans le Nikkei, vous avez des sociétés qui sont principalement exportatrices. Plus la paire USD et yen est haute, plus les sociétés exportatrices gagnent de l'argent et donc plus le Nikkei monte. Or, si cette nuit les paires en yens sont remontées, ça veut dire que le Nikkei va remonter. Et c'est pour ça que je vous disais cette nuit et que j'ai failli le faire, mais bon, à 2 heures du matin, je me suis dit que j'avais tellement peu de lecteurs que ça servait à pas grand chose. Mais moi, le Nikkei à 13 000 points, je le payais cette nuit. Quand j'ai vu le support tenir sur les 94 sur l'USD yen et qui potentiellement pouvait nous permettre un rebond sur les Nikkei, et puis j'avais déjà décelé le rebond en fin de semaine sur les indices US, quand on était à 15 520,30 à l'ouverture sur le Nikkei, il y avait moyen de le payer et de se prendre 600 points quand même hier soir. Hein. Donc c'est l'USD yen qui drive le Nikkei. En fait, c'est une équation. Si vous deviez écrire une équation, vous écririez ceci. Vous écririez JPN 225 multiplié par facteur USD yen égale Nikkei. Et vous écririez aussi JPN 225, ça comprend en fait le facteur indice européen plus US. Donc le Japon en fait bouge en fonction des Européens et des Américains puisque c'est un indice suiveur. Vous multipliez le Japon qui est la résultante des indices européens et américains fois le facteur USD yen et ça vous donne une hausse plutôt forte du Nikkei. Donc si vous avez des indices US qui sont neutres et un USD yen qui baisse, vous avez un Nikkei en baisse. Si vous avez des indices en hausse et un USD yen en baisse, vous avez un Nikkei neutre. Si vous avez des indices US en forte hausse et un Nikkei et un USD yen en forte hausse, là vous avez une explosion du Nikkei. Et ce qui s'était passé en fait il y a 15 jours, c'est qu'on avait une forte baisse des indices US et une forte baisse des paires en yens. Donc le Nikkei s'était fait complètement ratiboiser. Kali me dit Ishimoku, si on passe un 35, c'est un 38-40 la cible. Bon, c'est noté, un 38-40 et puis même un 40 pendant qu'on y est, puisque vous avez ici un canal baissier de moyen long terme sur l'euro-dollar. Donc les cibles c'est 1,35, 1,37, 1,38-40 comme le dit Kali à l'instant, et puis les 1,40 c'est le seuil psychologique et le haut du canal baissier de moyen long terme. Donc dans tous les cas pour l'instant l'euro-dollar c'est bullish. Et même moi qui suis baissier à moyen terme et qui était baissier pendant de nombreuses périodes, et bien là j'avoue qu'on a un double bottom, c'est bullish et un 37 c'est l'objectif théorique, donc tant qu'on sera haussier, je continuerai de défendre cet avis haussier. Dams me dit bonjour, j'ai lu ce week-end que les États-Unis avaient augmenté leurs exportations et que cela n'influencerait pas une baisse du dollar puisqu'économiquement parlant une monnaie forte est mieux pour l'exportation. Alors vous pouvez nous mettre le lien sur le forum dans la rubrique US dollar, Dams. Quant aux variations du dollar index, pour moi ces derniers temps c'est pas les exportations ni le PIB ni le chômage qui le fait bouger, c'est tout simplement les perspectives sur les taux et sur le quantitative easing qui font l'appui et le beau temps sur le dollar. Kali me dit les paires en yens et le Nikkei ont touché le Kijun mensuel et le Tenkan mensuel, donc attention au rebond. Je suis entièrement d'accord Kali, j'ai été un des premiers la semaine dernière déjà quand on a cassé les 95, quand on a touché 94, jeudi et vendredi je vous ai dit j'y crois pas. Je ne crois pas à une explosion à la baisse des paires en yens, je crois bien au contraire qu'on est en train d'user tout le monde, que la plus grosse partie du mouvement baissier sur les paires en yens a été fait et que maintenant on pourrait rebondir, donc à suivre. On voit un double top entre le 30 avril et le 30,05 sur le pétrole. Il y a une résistance en janvier, en février, en avril et actuellement travaillée. Cette résistance, elle est à 98,20. Sauf que on casse une oblique de moyen terme et cette oblique on l'a déjà cassée vendredi. On casse une zone horizontale à 97,50. On casse les 98, on attaque les 98,20 dès ce début de semaine. Donc là, vous aurez beau parler d'un double top et d'un échec probable, etc.
Même moi qui ai vendu, parce qu'à court terme on était sous résistance, moi j'ai vendu 98,10, on est revenu à 97,50. Même moi qui ai vendu, je trouve que cette configuration est une des plus haussières et des plus belles du marché. Donc je vous invite à faire attention à ce truc-là, parce que s'il y a baisse du dollar index, s'il y a hausse des indices, ou bien s'il y a conflit, on va dire si la situation s'envenime au Moyen-Orient, le premier a explosé, et j'ai bien dit explosé, parce que je vous rappelle que le pétrole, il est dans une période de contraction depuis maintenant des mois. Donc si on est vraiment en train de sortir de ce truc-là par le haut, on va exploser. Il y a 500 points, voire 1000 points à prendre. Donc je vous invite à lire l'analyse de Vincent. Faut pas que vous veniez nous demander des points d'achat quand on sera à 102 ou à 104. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ça fait une semaine que tous les jours on vous dit le pétrole est un des actifs les plus haussiers, il suit une tendance haussière et si ça passe là, ça va là, si ça passe là, ça va là, si ça passe là, ça va là. Donc préparez-vous, si ça passe, ça va littéralement exploser. Bonjour Nicolas, je suis désolé, j'ai raté l'analyse gaz. L'analyse gaz, elle se résume en deux mots. Un, canal. Ou sinon on pourrait dire canal haussier. Voilà. Donc si vous voulez, moi si je fais ces morning meetings, c'est pour vous apprendre un petit peu les corrélations, mes avis sur le marché, les supports, les résistances. Normalement quand je vous montre un graphique comme ça, vous vous demandez même pas ce que je veux vous montrer. Vous vous dites, ah d'accord, on est dans un canal haussier, donc on est haussier à moyen terme et on est sur support, donc c'est un point d'achat potentiel. C'est ça le cheminement logique que vous devez avoir sans même que j'ai à vous dire bah c'est haussier, on est dans un canal, donc tant qu'on tient la zone actuelle, ça peut rebondir. C'est rien qu'en vous montrant le canal, ça saute aux yeux, c'est ce qui naturellement doit vous venir à l'esprit. Coucou Nicolas, il semblerait que l'euro soit en train de pousser l'oblique. Eh bien, il tente, mais on est lundi, ne l'oubliez pas. Et les débuts de semaine, c'est souvent des tentatives et après, il y a des replis potentiellement. C'est pour ça que je ne cours pas après les achats. C'est pour ça que ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un rebond sur l'euro-dollar et que je puisse le payer plus bas. Donc, je ne suis pas pressé. Binaire me dit aurais-je loupé Euro USD CHF? Vous n'avez pas loupé USD CHF, sauf que USD CHF c'est la corrélation inverse de l'eurodoll. Donc quand je parle pendant 15 minutes de l'eurodoll, c'est comme si je vous parlais 15 minutes de l'USD CHF. Coucou Nicolas, il semblerait que l'euro essaye de passer. Oui, ça fait 2 ou 3 personnes qui me disent la même chose, mais encore une fois, ça ne passe pas pour le moment. Donc ne vous faites pas avoir par un faux signal. Visiteur me dit l'eurodoll c'est 1,30 ou 1,37. Bah, si vous étiez là à l'heure, si vous aviez écouté ce que je dis depuis tout à l'heure, si vous lisiez les analyses du site, vous auriez déjà la réponse à votre question. Vous avez une analyse sur le site qui vous dit l'euro-dollar, la cible à 1,37 engagée à moyen terme. Vous avez des analystes qui tous les jours depuis une semaine vous disent l'euro se paye sur repli. Donc à moins que vous reveniez de vacances ou que vous découvriez des liés fixes et que voilà, visiteur, je vous invite à être à l'heure sur le morning, à écouter ce que l'on dit et à lire que ce soit le site, le forum ou Real Time News. Et en 2 temps 3 mouvements, vous auriez bien compris que notre équipe restait haussière sur l'euro-dollar tant qu'on était au-dessus des 1,33 à court terme et 1,31,80 en journalier. Benoît dit US Oil, donc le pétrole, 130 pips de gain actuellement, merci Vincent. Il l'a entendu, donc je pense que ça lui fera plaisir. C'est un des scénarios avec l'euro qu'il défend ardemment, Vincent. Donc vous voyez que autant moi je suis un trader agressif en intraday, je vous donne des points, j'essaye d'aller à droite à gauche. Vous voyez aussi que Vincent fait des analyses très pertinentes, un petit peu plus longue échéance, mais qui justement pourrait vous amener à faire de beaux gains moyen terme. Donc on avait parlé de l'euro-dollar depuis les 1,31,80 pour viser 1,37, et sur le pétrole je le rejoins totalement, on est en train de faire un magnifique breakout, donc il y a du potentiel ici aussi. Marie me dit puis-je revenir sur le cuivre? Le cuivre en fait c'est baissier à moyen terme, c'est baissier à court terme, mais on est dans un triangle de court terme. Donc tant qu'on tient dans ce triangle et tant qu'on est au-dessus des 3,17, on pourrait penser qu'un rebond technique vers 3,26 ou 3,35 pourrait se faire. Mais ça reste baissier. Donc plutôt que d'aller s'ennuyer sur le cuivre, plutôt que d'aller prendre des risques à payer ce truc-là qui pour l'instant reste baissier, pourquoi ne pas tout simplement payer du pétrole stop large? Ma question est la suivante. Pourquoi ne pas aller chercher les meilleures opportunités du marché?
Vous voyez que l'euro ne passe pas, vous attendez. Vous voyez que la livre est un peu plus forte, peut-être aller sur la livre. Vous voyez que la UD et le NZD bloquent sous un niveau, vous n'y touchez pas. Vous voyez que l'USD Yen bloque sous 95, pour l'instant c'est l'indécision. Vous voyez que le pétrole passe, bah vous tentez un achat. Vous voyez que le gaz est sur support et que vous n'êtes pas dedans, vous tentez quelque chose. Vous voyez que l'or bloque sous 1395, soit vous êtes vendeur, soit vous mettez des achats au-dessus. Vous voyez que le CAC monte bien et que je vous ai prévenu qu'on pouvait monter plus haut. Vous attendez gentiment qu'on monte le plus haut possible et puis on tenterait peut-être une vente spéculative là-haut. Et ainsi de suite. Voilà. Nicolas, votre sentiment sur l'euro CHF, quel est-il? Mon sentiment sur l'euro CHF, c'est que vous n'avez absolument rien à faire sur cette paire. C'est... Il y a l'euro qui bouge, il y a la livre qui bouge, il y a le gaz qui est intéressant, il y a le pétrole qui est haussier, il y a les indices qui bourrent. Euh, L'AUD, le NZD, l'USD Yen, l'USDK, l'UK Oil, le Copper, l'euro CHF, tout ça ne bouge pas. Donc on n'y va pas. Arrêtez de trader des trucs qui bougent pas. L'euro CHF, ça sert à rien. Depuis 5 séances, il balaye à la hausse, à la baisse. Il est fait pour les scalpers. Il n'est pas fait pour les acheteurs, ni en swing, ni pour le moyen terme pour le moment. Donc, je vois pas ce que vous faites à trader le cuivre ou à trader l'euro CHF ou à trader des choses comme ça. Allez sur les choses qui bougent, allez sur les actifs qui sont en tendance, qui ont des potentiels intéressants, etc. Bonjour Nicolas, quel est le stop pour un achat sur WTI sur cassure des 98,50? Bah, je pense que vous pouvez mettre un stop à 100 points, à 100, 120 points. Ça fait un stop sous les plus bas du jour, sous les 97,50. Ça peut vous paraître un peu élevé, certes, mais pour moi, le potentiel est à la hauteur du stop. En plus, le WTI, je le connais, il est capable de monter à 99, puis de revenir vers 97,50, 98, puis de repartir. Donc voilà, il y a un potentiel de 150, voire 300, voire 500 pips. Donc un stop large, je pense que c'est nécessaire. Visiteur me dit 103,50 c'est sur US Oil. Oui, c'est sur US Oil. 103,50 c'est l'oblique que je vous ai tracé qui passe par tous les plus hauts depuis un an et demi, je dirais, et enfin 2 ans même. Et elle se trouve ici à 103,50. Ici à 103,50 ça passe, ce sera 110. On a un pétrole qui sort d'une zone de consolidation horizontale. Bon, il doit confirmer en clôture, hein, je le dis et je le redis, on doit confirmer en clôture ainsi que demain cette cassure et cette accélération potentielle, mais il y a un potentiel aussi. Donc Nicolas, pour toi, l'achat le plus sûr de la semaine pour l'instant, c'est le pétrole. Et je rajoute le pour l'instant à votre question, parce que mercredi, il y a le FOMC. Donc en fonction de ce que les différents actifs vont faire en ce début de semaine, mercredi, on ajustera nos scénarios avant FOMC. Parce que mercredi, le FOMC, ça peut entraîner moins 200 points sur l'euro, comme plus 200 points sur l'euro. Ça peut entraîner 400 points de hausse sur le pétrole, comme un retournement du pétrole. Ça peut entraîner une explosion de l'or, ça peut entraîner un point haut sur indice. Ça peut tout entraîner. On ne sait pas, on n'est pas devin, on ne sait pas ce qui va se passer sur le FOMC de mercredi soir. Donc pour l'instant, on va jouer les signaux que le marché nous donne et les tendances en place. Et puis on verra si on peut garder certaines de nos positions mercredi avant le FOMC. J'ai un achat à faire aux USA. Combien de jours me conseilles-tu d'attendre pour réaliser une bonne affaire, genre l'euro-dollar à 1,60? L'euro-dollar à 1,60, vous pouvez toujours rêver, c'est pas demain à la veille. L'euro-dollar à 1,40, c'est une possibilité, et même si c'était une possibilité et qu'on devait le faire, ça prendrait au moins 3 semaines, 1 mois, je pense. Moi déjà, je commence pas à viser un 37, un 40, un 42, un 60. Ne commençons pas à parler de choses comme ça. Moi, je vois pour l'instant une sortie de range et aussi au-dessus d'un 31,80 et un FOMC mercredi. Donc si mercredi on perd 200 points, faudra pas me dire oui Nicolas, t'as dit que c'était haussier, que ça ne pouvait que monter, etc., etc. Je suis factuel. Pour l'instant, je vous donne les informations qu'on a sur le marché et mercredi, je m'attendrai à tout avec le FOMC. Alors, il y a quelqu'un qui me dit la conjoncture en Europe est mauvaise. Les politiques européens ou la BCE ne vont pas laisser l'euro grimper à 1,37 ou 1,40. Alors, sachez que les Européens ou la BCE n'ont aucun pouvoir sur l'euro et que l'euro monte parce que le dollar baisse.
mais qu'un euro-dollar à 1,37 ou 1,40, même si les Européens le trouvaient haut, ils n'ont plus de marge de manœuvre pour le faire baisser puisqu'ils ont baissé les taux au maximum. Donc arrêtons de parler d'un euro-dollar à 1,37 qui pénalise la zone euro. Arrêtons de dire qu'à 1,40 les officiels devraient intervenir sur le marché et faire baisser l'euro-dollar, etc. Parce que l'euro-dollar, ça fait 5 ans qu'en moyenne il vivote autour de 1,30, 1,35. Donc arrêtons de dire que 1,35 ça pénalise l'Europe. 1,45 ça pénalise l'Europe, ok, mais 1,33, il n'y a aucune raison que les officiels ou la BCE ne viennent entraver pour l'instant le mouvement. J'ai James qui dit attention, le rollover du WTI est demain, celui du Brent est passé. Bon, par contre, voilà, faut attendre en fait que le signal haussier soit confirmé ce jour. Ensuite, il y a les rollovers ce soir. Peut-être le changement d'échéance en fait. Je sais pas si c'est le rollover. Je pense que c'est le changement d'échéance dont vous parlez. Et donc, en fait, c'est peut-être demain qu'il faudra acheter le WTI si l'échéance est en train de changer. Bonjour Nicolas. Tout à l'heure, tu as écrit JPN fois USD Yen égale Nikkei, mais JPN c'est le Nikkei, non? Oui, excusez-moi, c'était indice US, c'était indice américain fois USD Yen égale Nikkei, en quelque sorte. Excusez-moi. Peux-tu remonter le graphique oil rapidement? Il est là. Mais sinon, vous allez sur le site, hein, le graphique de l'US Oil, il est là. Et puis, je suis sûr que si vous allez sur le forum, il y est aussi. C'est dingue, ça. Allez sur le site, vous verrez le graphique de Vincent. Allez sur le forum, vous aurez et mon graphique à moi et celui de Vincent. Nos graphiques, on les met à jour 1 à 2 fois par jour quand les marchés bougent. Donc vous voyez, Vincent il a écrit une analyse sur le pétrole à 10 heures et puis il a remonté son analyse sur le forum et puis en dessous vous pouvez trouver les discussions, les graphiques des membres. Donc il n'y a qu'à se servir, il n'y a qu'à chercher. Apprenez à vous servir des ressources Daily FX. Vous avez des émissions, vous avez plein d'analyses sur le site au quotidien, vous avez des discussions et des affinements de stratégie et des supports et résistances donnés en intraday sur le forum. Donc apprenez à utiliser l'ensemble de ces outils. Quid de la baisse des taux supposés de Monsieur Draghi, c'est passé aux oubliettes. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je n'ai pas parlé de baisse de Draghi depuis un bon paquet de temps et je n'étais pas d'accord avec les perspectives de baisse de taux proposées par certains ces dernières semaines. En effet, les taux de la BCE sont déjà relativement bas et même si les taux étaient abaissés, ça n'aurait que très peu d'incidence sur l'euro-dollar qui est fortement haussier pour le moment. Voilà. Et si vous voulez mes graphiques, comme dit Fabien, allez sur Facebook et vous aurez les dispositions. Donc là, vous voyez, je vais finir le morning, enregistrer ma disposition, les mettre sur Facebook. Et je pense qu'on vous fera un message vers 13h, 14h, quand toutes nos dispositions seront sur Facebook. Et on vous enverra donc les télécharger pour les mettre sur votre plateforme. Et on me dit que le gaz est en forme, donc ce serait une bonne chose, effectivement. Donc moi je suis acheteur à 3,80, donc vous voyez le gaz est à 3,80, moi j'ai payé 3,80 il y a 2 séances, donc jeudi dernier. Donc je suis pile poil sur mon point d'achat, c'est comme je le payais maintenant, pour viser les 4,25, 4,40, et si ça passe, les 4,75 et les 5. Et si ça casse à la baisse, je suis stoppé. Donc en fait je paye maintenant avec un stop à 10 points, pour viser 120 points de hausse. Donc j'ai un ratio risque-gain de 1 pour 12. Voilà. Sur ce, j'espère que vous avez bien tout retenu. Je vais poster mes graphiques sur le forum, c'est-à-dire que actif par actif, je vais enregistrer mes graphiques en journalier, en horaire, et je vais vous les poster sur le forum avec un commentaire qui résume ma vision des choses. Je vais vous mettre ma disposition graphique sur Facebook. Vous avez Vincent qui fera un point en début d'après-midi sur le marché pour vous donner sa vision des choses, ses meilleurs actifs et ses points d'entrée et stop potentiels. Et puis sur ce, je pense qu'on a bien cadré la plupart des actifs pour ce début de semaine. Je vous souhaite un bon appétit, je vous souhaite de bons trades. Et puis je vous retrouve sur Twitter et sur le forum en attendant demain matin 11h pour le morning meeting. Voilà, sur ce... Je vous invite à ce qu'on se retrouve sur le forum et qu'on puisse discuter avec tous les membres experts. Et n'hésitez pas, débutants, à poser des questions. A plus tard.